Bien, bonsoir à tous. Et je suis très heureux de pouvoir partager avec vous ce moment Vastou. Merci à Hélène de nous accueillir dans ton nouveau lieu. Tu as œuvré jour et nuit pour que voilà, le lieu soit accueillant. Donc un grand merci. Alors effectivement, nous formons des personnes au Vastou et nous les accompagnons sur place parce que quand la maison est malade, c'est pas comme le patient qui vient consulter. Là, on est obligé de se déplacer et on est en fait dans un système de compagnonnage au niveau de l'institut, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas simplement d'exposer, euh, comme je vais le faire ce soir, essayer de dresser un panorama ou au moins de vous donner les points un petit peu fondamentaux du Vastou. Ça, c'est la partie théorique. Mais comme je dis toujours aux étudiants, quand ils ont fini en fait les deux premiers séminaires théoriques, eh bien, ensuite, leur formation commence réellement. C'est un petit peu comme si on apprenait la musique, vous voyez, la théorie, on va apprendre les notes, on va apprendre un petit peu les gammes, le solfège, mais après, il va falloir déchiffrer des partitions. Et bien là, maintenant, il faut déchiffrer la maison et le message qu'elle a à délivrer. Alors déjà, vous voyez, dans le discours, quand je parle d'un message à délivrer, il y a déjà une notion un peu subjective. Ça veut dire que la maison est capable de parler. Quand je dis la maison, c'est l'habitat en général, hein. Ça peut évidemment se décliner pour les appartements. Et alors ce message, eh bien, pour pouvoir le percevoir, il faut aussi être, je dirais, à l'écoute. Si on arrive avec, je dirais, le cerveau bien rempli de théories, on va appliquer en fait les recettes qu'on a apprises et on ne rentrera pas vraiment en contact avec l'habitat. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de différent qui doit être amené. Bien sûr, la théorie, elle est importante, mais ce contact sensible fait partie en fait de l'apprentissage de celui qui s'investit pour apprendre le Vastu. Alors, vous n'êtes pas venu, je pense, pour apprendre le Vastu, ou au moins pour avoir de l'information, mais ce côté-là est essentiel parce que c'est l'essence même de l'art. On parle de l'art du Vastu Shastra, qui fait partie des arts traditionnels anciens de l'Inde, et comme tout art, eh bien, il y a une part de sensibilité. Si l'art devient uniquement technique, il est bien souvent froid, et il ne transmet pas en fait vraiment le message qui est délivré. Par contre, s'il est fait avec de l'émotion, avec du cœur, avec de l'amour, bien sûr, il y a de la technicité derrière, eh bien, il y a quelque chose qui va vous toucher, qui va en fait vous percuter. Eh bien, c'est la même chose quand on arrive dans un lieu. Et puis, ça, c'est, je pense, un discours que vous pouvez très très bien comprendre d'emblée, parce que vous avez fait cette expérience, tous, en cherchant une maison, en changeant de lieu, ou peut-être tout simplement en rentrant chez des amis, ou rentrant dans un nouveau lieu, eh bien, vous vous sentez accueilli, ou parfois, dans certains lieux, non, vous vous sentez plutôt agressé, resserré, vous êtes mal à l'aise, et en fait, vous n'avez qu'une envie, c'est de quitter le lieu en question, de partir. Donc ça nous amène en fait à avoir notre fonctionnement à deux niveaux. Un niveau, on va dire, rationnel et mental, et un niveau plus sensible qu'on appelle en fait la sphère psychique. Là, j'emploie un langage du yoga avec les différents corps, le corps physique, le corps d'énergie, le corps pranique, le corps mental et le corps psychique, qui est en fait, on l'appelle également le corps intuitif, c'est celui qui vous informe d'une façon non rationnelle sur, par exemple, la qualité d'un lieu, ou éventuellement une personne. Vous dites, maintenant, cette personne-là, je la sens pas du tout, enfin bon, je ne peux pas trop expliquer pourquoi, mais en fait, on a ce rapport avec l'intuition, avec la sensibilité qui est extrêmement important. Alors, c'est juste une introduction, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment parlé du Vastu, mais je vais aborder des côtés plus techniques. Mais ça me semble essentiel si on ne veut pas trahir l'âme du Vastu,
c'est de le ramener dans sa dimension traditionnelle qui, en fait, incorpore également le sujet. Il n'y a pas que l'objet. Moi qui suis dans le milieu médical, quand j'étais au début de mes études, j'étais assez désespéré, c'est de voir qu'en fait, l'humain n'était pas au centre de l'intérêt. On apprend des maladies, on apprend des symptômes, mais il est où le patient là-dedans? Et en fait, heureusement, bon, je me suis orienté vers la médecine chinoise, qui là, c'est un art traditionnel, et là, vraiment, l'humain est au centre. Parce que quand on a quelqu'un qui vient consulter, eh bien, cette personne, elle est unique. Il n'y en a jamais deux pareils. Bien sûr, d'un point de vue du phénotype, tout le monde a deux yeux, un nez, une bouche, mais en fait, cette personne-là, elle a une histoire, elle a une énergie qui lui est propre. Eh bien, l'habitat, j'ai à peu près 2000 expertises Vastu derrière moi, parce que j'ai démarré il y a à peu près 26 ans cette étude du Vastu. Eh bien, je me suis aperçu qu'il n'y avait jamais de lieu exactement identique. Et parfois encore, malgré, si vous voulez, ces nombreuses consultations Vastu, ces nombreuses investigations dans les lieux, parfois je suis encore surpris, et heureusement d'ailleurs, parce que je vois quelque chose que je n'avais encore jamais vu. Donc on ne peut pas se lasser, en fait, quand on fait du Vastu. Alors ceci étant, le Vastu recouvre plusieurs axes, plusieurs, on va dire, domaines. Certains sont assez connus en Occident, comme par exemple la géobiologie. C'est-à-dire on va s'intéresser évidemment à ce qui se passe dans le sous-sol. S'il y a des nœuds pathogènes, s'il y a une faille, s'il y a de l'eau qui passe sous la maison, ça c'est assez connu, eh bien on sait quand même, enfin pas mal de personnes ont ces connaissances et disent ben non, c'est pas très bon, c'est pas porteur de santé. Donc ça, le Vastu va s'intéresser aussi à ce qui se passe dans le sous-sol, mais pas que. Il va y avoir bien sûr ce qu'on appelle les énergies intrinsèques à la construction. Donc ça, on est encore dans un domaine assez rationnel, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple un terrain qui a une certaine forme, qui a une certaine orientation. Et puis la maison sur ce terrain-là va être placée à tel ou tel endroit. Elle aussi avec une certaine orientation, des proportions, comment on va mettre la cuisine, comment on va mettre, vous voyez, comment on va l'organiser cette maison, tout ça c'est important. Ça va avoir des conséquences dans l'énergie. Donc là, on est dans le domaine, ce qu'on appelle vraiment du structurel. Les proportions, c'est bien connu, il y a des proportions sacrées comme le nombre d'or, moi je pense que vous avez entendu parler. Eh bien le Vastu décline un certain nombre de proportions qui sont favorables à la vie et d'autres qui sont défavorables. Et puis il va y avoir un autre domaine, c'est l'historique du lieu, et je dirais l'historique psychologique du lieu, c'est-à-dire que suivant ce qui va se passer dans un lieu, si les gens par exemple font de la méditation, eh bien ça va amener de la vibration, il va y avoir une élévation vibratoire. Par contre, s'il se passe des drames, des violences, enfin toutes sortes de situations glauques et difficiles, eh bien il va y avoir des empreintes qui vont se coller au lieu et on peut les percevoir. Notre être psychique peut percevoir. Moi, combien de fois je suis rentré dans des lieux, je sens la tristesse tout d'un coup arriver. Et c'est une impression émotionnelle parce que mes capteurs sont ouverts et que je ressens en fait que le lieu suinte en fait de tristesse. On en a eu un là. J'ai fait des Vastus cette semaine avec les étudiants ici présents. Eh bien, effectivement, il y a eu un des lieux où on s'est regardé avec, c'était en l'occurrence avec Véronique ici présente, on s'est regardé et on a dit mais il n'y a pas de vie, c'est assez triste, et ça donne pas envie de rester dans ce lieu. Et quand on est reparti, je peux vous assurer que le lieu souriait, hein, et nous aussi. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire des lieux. Donc,
vous voyez, il y a deux grands domaines, on va dire les énergies intrinsèques, qu'on peut encore diviser en deux domaines, la géobiologie et puis la construction avec son terrain, mais son terrain dans sa forme, hein, non pas dans son sous-sol, et puis tout l'historique du lieu, c'est-à-dire la mémoire des lieux. Et là, on peut également, au niveau du Vastu, intervenir sur ce genre de problématiques. Alors, je vais m'appesantir sur quelques domaines structurels pour, je dirais, satisfaire la sphère mentale et le rationnel des personnes ici présentes. Et puis, je vais dresser, disons, un décor assez succinct, et puis ensuite, je rebondirai avec les questions que vous aurez sur le sujet, qui me permettront de diriger dans tel ou tel domaine. C'est tellement vaste le Vastu qu'en une conférence, je ne peux pas non plus tout le décliner avec précision. Mais on va essayer de poser quelques exemples pour vous montrer en fait comment ça fonctionne. Alors, prenons un exemple ici j'ai vu, qui est très très présent dans le secteur, c'est par exemple la piscine. On se dit, bah oui, tiens, j'ai envie de faire une piscine, je vais la faire à tel endroit. Et là, sachez qu'une piscine peut totalement décompenser le lieu. J'ai une petite histoire, une petite anecdote, c'est l'année dernière, je vais faire un Vastu, c'est donc en métropole, en Bretagne, et pour accompagner un étudiant, et à un moment, il me pose la question, il me dit, oh non, avec ma femme, on aimerait bien faire peut-être une piscine à un certain endroit, et où c'est qu'il faudrait la poser? Alors bon, on regarde, puis je lui dis, bon, par là, il me dit, oui, bon, j'aurais pas forcément pensé là, oui, mais ça peut se faire. Ah, puis il dit, écoute, j'ai une anecdote, donc là c'est une histoire qu'il me raconte, et il me dit, tu sais, là j'ai un voisin 2 maisons plus loin, ils ont construit une piscine, à partir du moment où ils ont fait leur piscine, ils n'ont eu que des soucis, que des problèmes de santé, des problèmes relationnels, des problèmes dans le business, et heureusement pour eux, ils ont fait la connexion. Parce qu'en fait, on ne fait pas toujours la connexion en fait, avec un changement de lieu où on a réaménagé le lieu, puis après on sent qu'il se passe des choses comme c'est pas comme avant. Eh bien, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait au bout d'une année? Ils ont rebouché la piscine. Et les problèmes se sont arrêtés. Alors, ça paraît incroyable. Mais j'ai des kilomètres de témoignages qui vont dans ce sens-là. Alors ça, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, je ne sais pas s'il y a des professionnels ici de l'immobilier, mais ils témoignent tous qu'il y a des maisons, par exemple, qui les gens ne restent pas. C'est-à-dire, il y a un turnover. Pour l'anecdote, par exemple, il y a ce qu'on appelle les maisons à divorce. Ah oui, c'est assez symptomatique, c'est parce que, qu'est-ce qui se passe? Les gens arrivent dans la maison en question. Bon, ça ne veut pas dire que c'est la maison qui fait divorcer, mais ça veut dire que le ciment entre les deux conjoints est quand même fragile, il y a des contentieux, il y a des choses. Mais la maison, elle va appuyer, c'est-à-dire c'est une maison hyper inconfortable énergétiquement. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que ces personnes-là, c'est comme on dit, l'énergie faisant, ça va monter, puis ça va craquer. Et donc, l'agence qui a vendu la maison 2 ans avant, eh bien, elle la retrouve 2 ans après. Et puis, ça tourne comme ça. Et voilà. Il y a parfois c'est d'ailleurs une indication. Des gens qui viennent parfois nous solliciter à l'Institut, ils disent, c'est bizarre quand même. J'ai une maison, je suis dans un quartier qui a priori plutôt est intéressant, et puis, enfin, recherché, on va dire. Ma maison, elle est au prix du marché et j'arrive pas à vendre. Il y a des visites, mais ça se conclut pas. Bah oui, si l'énergie n'est pas calée. Et même parfois, le prix, il est en dessous du marché et ça se vend toujours pas. Les gens ne comprennent pas. Vous avez peut-être aussi vu, par exemple, des boutiques dans une rue. Là, ça fonctionne, là, ça fonctionne, là, ça fonctionne. Et celle-là, liquidation totale. Et il y a une rotation, et puis ça reste fermé 2 ans, puis après ça ouvre parce que le droit au bail est ridicule, donc les gens s'investissent, ils mettent de l'énergie, ils mettent des moyens, et puis en fait, qu'est-ce qui se passe au bout d'1 an ou 2? Ça marche toujours pas. Et liquidation totale à nouveau. Et ça,
quand on a un regard Vastu, on comprend complètement pourquoi. En fait, il suffirait de lever quelques blocages et après ça pourrait fonctionner. Mais quand ça coince, ça coince. Essayez de boire un robinet qui est fermé, ça ne marche pas. Bon, bah là, on dit, bah oui, il y a juste à ouvrir. Mais si le robinet de l'énergie subtile n'est pas ouvert, eh ben, ça fait la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'aller dans ce lieu. Vous voyez? Donc, il y a plein de choses qui sont comme ça du domaine assez irrationnel, mais qu'en fait, quand on a une lecture Vastu, on peut tout à fait comprendre pourquoi on se sent bien dans tel lieu, on ne se sent pas bien dans tel autre, pourquoi ce commerce fonctionne, pourquoi celui-ci ne fonctionne pas. J'ai pris l'exemple de la piscine. Une autre chose que j'ai vue assez fréquemment ici, les impasses. Assez chouette, on est tranquille, puisque dans l'impasse, si vous voulez, au moins on n'est pas embêté par les voitures, le trafic et tout ça. Ouais, vous vivez dans l'impasse. Ça, moi, je suis toujours étonné, c'est de voir les gens me dire « Ah ben ouais, j'avais jamais fait la connexion que je suis dans l'impasse. » Et comme par hasard, c'est souvent difficile. Parce que l'énergie, d'un point de vue Vastu, le flux public est un flux extrêmement puissant. Et donc, ce flux public doit avoir une entrée et doit avoir une sortie pour que ça coule. Comme ça, un flux. Mais quand vous avez une entrée et que c'est fermé au bout, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un effet ressort, en fait, comme ça. On appelle ça un effet de tambour. Et il y a une résistance dans l'énergie vitale qui déprécie, en fait, le niveau d'énergie. Alors, voilà, encore un autre exemple. Si vous avez une maison, je vais prendre plutôt un terrain déjà. La forme du terrain, elle est extrêmement importante. Si vous avez un terrain, par exemple, qui se rétrécit vers l'arrière, c'est-à-dire que la partie, on va dire, de la limite avec la rue est assez large, hein, on a une façade assez large, et puis quand on va vers le fond du terrain, ça se rétrécit. On appelle ça d'ailleurs la forme du lion. Le lion, il a une grosse tête et des petites fesses. Vous voyez, hein, voilà. Eh bien, ça, c'est extrêmement négatif au point de vue de l'énergie. Ça ne circule pas. Par contre, si à l'inverse, vous avez une façade qui est confortable, mais que le terrain va en s'évasant, c'est-à-dire qu'il est plus large vers l'arrière quand on s'éloigne du flux public, eh bien là, c'est la forme de vache qui est extrêmement positive. La vache a une petite tête et des grosses fesses. Ça, c'est le moyen mémotechnique que je donne aux étudiants pour qu'ils se rappellent, en fait. Mais si vous avez un terrain, vous voyez, qui est dans cette forme-là, qui est au fond d'une impasse, et je pourrais rajouter comme ça pas mal de critères, eh bien, ça va être compliqué. Pour construire votre maison, comme le taux d'énergie va être très bas, déjà, vous allez rencontrer les entrepreneurs qui sont dans la même énergie, qui sont dans une énergie très basse. Et à ce moment-là, eh bien, il y a des délais, ils sont pas fiables, il y a des malfaçons, enfin, c'est le bazar, quoi. Et il y a comme ça des dossiers, hein, les constructeurs, ils comprennent pas, ils se disent c'est bizarre quand même, putain, on a mis un grand nombre de moyens sur ce projet, et on n'a que des soucis administratifs et autres, les corps de métier, ça s'entend pas, c'est toujours à l'envers, enfin, on a X problèmes. Alors que sur d'autres chantiers, c'est du miel, quoi, ça coule, ça se passe. Je vois que ça doit vous parler, parce que je vois que vous bougez la tête comme ça doit certainement concerner un domaine que vous connaissez bien. Mais oui, c'est une réalité, c'est une réalité. Et moi, c'est ma vie, c'est dans le Vastu, je vois ça, mais tellement de fois. Alors, prenons peut-être un dernier exemple dans le structurel. Eh bien, c'est par exemple la maison qui est bien axée dans les axes cardinaux. Vous voyez, c'est-à-dire nord-sud, est-ouest, eh bien, les murs de ma maison sont bien axés dans la cardinalité. On dit que là, on est dans l'énergie statique. Donc, c'est une énergie qui est effectivement, par définition, très stable, mais qui en même temps apporte de l'inertie. C'est-à-dire que
généralement, quand on rentre dans ce genre de maison, on a l'impression tout d'un coup, c'est lourd. C'est cette énergie statique qui s'exprime. Et ça, c'est pas très porteur en fait pour les personnes, parce que si elles-mêmes ont tendance à avoir des stades, bon là c'est le médecin qui à nouveau prend le relais, mais si, vous voyez, constipation, ça bouge pas en fait. Donc on va avoir des jambes gonflées, des problèmes circulatoires, des différents types de problèmes, des kystes par exemple qui vont se placer. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie dynamique dans le lieu. Et la maison, faut pas. Le Vastu nous dit que la maison, c'est notre troisième peau. Après l'épiderme, le vêtement, c'est chez moi. C'est son chez-soi. C'est très très important. C'est vraiment le lieu dans lequel il faut être bien. Il faut pouvoir se poser, se reposer, être en sécurité, coucouner, se sentir à l'aise. Si c'est pas calé dans l'énergie, on n'a pas ces attributs. Et on peut être très très perturbé dans la maison. Alors là, j'ai parlé de la maison qui est bien dans les axes cardinaux, mais vous prenez cette même maison, en admettant qu'elle soit sur des roulettes, et puis vous la faites tourner un petit peu, puis vous la mettez dans la diagonale. C'est-à-dire que les murs porteurs extérieurs ne sont plus du tout dans les axes nord, sud, est, ouest, mais sont dans les axes, on va dire, nord-est, sud-ouest, hein, par exemple, dans la diagonale, ou sud-est, nord-ouest. Hein. De toute façon, comme ils sont tous à 90 degrés, on va les retrouver en fait à chaque fois dans les axes diagonaux. Eh bien, on dit que la maison est hyper dynamique. Cette maison hyper dynamique, elle concerne sensiblement 50% des dossiers qui rentrent chez nous à l'Institut et qui sollicitent des consultations Vastu. Ce sont des maisons difficiles parce que l'hyperdynamisme, eh bien, on ne peut pas se reposer dans une maison comme ça. C'est pas une maison bien-être. Et le Vastu est très clair à ce sujet. Il dit que là, il ne faut pas une maison en diagonale. Alors évidemment, parfois, on ne sait pas, le PLU nous oblige, enfin les plans d'occupation des sols, les plans urbains et tout ça, le plan d'urbanisme nous impose d'avoir un alignement comme ça. Bon, ok. Mais ça va être une maison compliquée. Alors, tout ce que je vous énonce, hein, que ce soit les piscines, la forme du terrain, tout ça, on a quand même des solutions en Vastu. Ce que j'ai eu la chance, c'est de pouvoir apprendre avec un maître Vastu qui connaissait en fait les règles de curatives. Et il n'y en a pas beaucoup, c'est très rare, parce que je vois de nombreuses personnes ici d'origine indienne, donc le Vastu, ça doit un peu vous parler, mais moi qui ai habité en Inde, hein, j'ai habité 10 ans en Inde, d'ailleurs ça a été mon temps d'apprentissage, j'ai passé 11 ans avec mon maître pour apprendre le Vastu. Au début, je pensais que tout le monde, si vous voulez, connaissait le Vastu que mon maître m'apprenait. Et avec les années, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était quand même bizarre. Quand je rencontrais des gens qui connaissaient le Vastu, on ne parlait pas la même langue. On ne parlait pas des mêmes choses. Parce que, essentiellement, au départ, le Vastu Shastra, c'est une science de construction. Il y a aussi une partie liée au Jyotish, c'est-à-dire liée à l'astrologie, qui d'ailleurs est très populaire en Inde, c'est-à-dire que quand on va dans un petit village et qu'on parle Vastu, la personne répond Jyotish, c'est-à-dire astrologie, hein, parce qu'on fait appel au consultant local, hein, aux prêtres, aux brahmines, pour qu'ils viennent, pour nous indiquer le moment opportun, pour entrer dans la nouvelle maison, et voilà. Bon, ça, c'est effectivement une partie du Vastu, c'est une petite partie. Derrière, il y a énormément de choses à décliner et qui sont, j'ai été très étonné, relativement inconnues. J'ai fait des conférences Vastu en Inde, vous imaginez quand même, quelle aberration. Parce que c'est quand même la terre du Vastu. Mais effectivement, je me suis rendu compte avec les années que mon maître, en fait, avait eu une formation très très spéciale, c'est-à-dire qu'il était architecte. Et il avait donc étudié le Vastu Sthapatya avec les textes et tout ça, mais en même temps, il a été formé
par Mère et Sri Aurobindo. Donc certains peut-être connaissent ou ont entendu parler. Sri Aurobindo, qui est un grand maître qui a vécu à Pondichéry, dans le sud de l'Inde, et sa compagne spirituelle, qu'on appelle la mère, qui était une grande figure spirituelle, dès son plus jeune âge, mon maître lui a dit: tu vas faire architecte et je t'enseignerai le vastu. Et donc en fait, il y a eu une espèce d'ouverture qui s'est produite avec justement cet aspect curatif au niveau de l'habitat. Et donc moi, n'ayant pas de référent dans le sujet, j'ai appris pendant 11 ans avec mon maître. Puis petit à petit, j'ai découvert qu'effectivement, c'était un vastu très très particulier. Mais pour tout vous dire, j'ai découvert, la vie m'a amené à rencontrer ce maître vastu, et je mettrai un hasard avec X guillemets, parce que la veille encore, je ne savais pas que le vastu existait, je ne savais pas que je rencontrerais un maître, et c'était totalement improbable. Mais la vie m'avait comme un billard à 3 bandes. Tu vas là, oui. Tu vas là, oui. C'est là où on a on va dire peut-être le libre choix de dire oui. Et puis au final, je m'assois à côté d'un maître vastu qui, comme la plupart des Indiens qui ne vous connaissent pas la première fois qui vous voient, c'est « Where do you come from? What is your job ?» Et puis, voilà, je dis, moi je suis en fait, je suis chirurgien dentiste, médecin acupuncteur. J'ai déjà 2 étiquettes dans la médecine. Et puis j'enseigne la méditation aussi, parce que ça j'ai déjà pratiqué depuis l'adolescence, que je considère aussi comme une médecine. Et là, sur ce monsieur il me dit, en fait, on est dans le même domaine. Je lui dis, bon, vous soignez les gens? Il me dit, pas comme ça, en fait. Je soigne les maisons, et en soignant la maison, effectivement, ça fait du bien aux gens qui habitent dedans. Et alors, comme je suis un gars assez curieux, je l'ai vraiment asséné de questions. Il a fini par craquer en me disant, mais si ça vous intéresse, vous avez qu'à me suivre dans une consultation. Ce que j'ai fait, j'ai pris la balle au bond. Et là, j'ai été scotché, c'est de voir en 2 heures de temps, on pouvait totalement changer l'énergie d'un lieu. On est arrivé dans un lieu qui était terne. Ça vous est peut-être déjà arrivé de rentrer dans un lieu pourtant qui est super. Moi, j'ai fait des consultations vastu comme ça dans des lieux où les gens, ils ont mis des moyens. On voit quand même qu'ils n'ont pas mégoté. C'est super, ça pourrait même faire des photos pour maison et jardin, vous voyez, mais pour moi, c'est une maison témoin. Il n'y a pas de vie, quoi. C'est complètement impersonnel, ça vibre pas. Eh bien, cette petite maison qu'on visitait avec mon maître, donc moi je connaissais rien à la discipline, il y a 26 ans, vous imaginez, même le feng shui, je n'avais jamais entendu parler. Et donc cette maison qui était très terne, eh bien au bout de 2 heures, elle vibrait, la maison. Et les gens qui habitaient dedans, leurs yeux se sont éclairés. Ils avaient le sourire, voilà, jusqu'aux oreilles, vous voyez, vraiment la banane, et ils étaient tellement heureux qu'ils ne voulaient même pas nous laisser partir. Vous voyez, c'était touchant. Et combien de fois j'ai vu en fait ce genre de réaction, même encore aujourd'hui. On a fait avec Sébastien, qui est reparti, mais on a fait un vastu chez une personne cet après-midi, et la personne était pas très expansive, vous voyez, quand on est arrivé. Bon, elle était charmante, mais c'était un peu serré. Et en fait, une fois que le vastu était terminé, son visage avait changé. Et elle était toute joyeuse. Et en fait, elle s'exprimait. On sentait qu'elle était portée par de l'énergie. Et donc là, elle était dans une configuration impasse. La maison n'était pas à 45 degrés. Là, la maison était relativement correcte. Par contre, il y avait une toiture. Alors, une toiture qui était très longue et très très mal orientée. Donc on est monté sur le toit, on a remonté le toit. Alors pas avec un cric et un truc, on a des méthodes beaucoup plus soft, mais on a remonté le toit énergétiquement. Et je peux vous dire que moi tout de suite j'ai senti que ça faisait une énorme différence. Parce que les toitures, elles peuvent effectivement écraser l'énergie quand elles sont dans une mauvaise orientation.
par rapport à l'énergie du lieu. Bon, là, après, il y a quand même... C'est pas des recettes de cuisine qu'on peut comme ça plaquer. Il y a pas mal de paramètres qui s'intriquent et il faut quand même avoir une lecture assez fine et aussi de la sensibilité. Parce que ça nous arrive parfois d'aller dans un lieu et puis, oh, le Vastu, la règle Vastu nous dit il faut faire ça, absolument. Bon, ok, on commence à poser le matériel et puis la maison, elle te dit moi, j'en veux pas de ton truc, ça marche pas. Alors, de quelle façon elle le signifie? Il n'y a pas un haut-parleur dans le mur qui te dit non, non, ça marche pas. C'est qu'en fait, tout d'un coup, ma tête se serre, mes épaules se rendent, je perds du volume respiratoire, je sens que ça coince. Quoi. Évidemment, j'ai développé ces capteurs, si vous voulez, intérieurs, mais c'est vous ce que vous pouvez sentir d'une façon peut-être beaucoup plus ténue, mais quand vous rentrez dans un lieu, vous ne vous sentez pas bien. Si vous regardez vraiment ce qui se passe dans votre corps, ben vous verrez que ça vous serre légèrement la tête, que ça vous oppresse, il peut y avoir même des teintes émotionnelles, vous ne vous sentez pas rassuré, voilà, ben c'est un lieu qui effectivement qui a des problèmes, qui est malade, et il faut le soigner. Il n'y a pratiquement pas de lieu où, enfin vous voyez, sur 2000 expertises, j'ai peut-être eu 4-5 cas où je me suis dit là il faut ramener le bulle, quoi, le bulldozer tout rasé, laisser les coquelicots et les ronces, enfin ou je sais pas, ou les papayes ou les machins, ici, mais parce qu'on a tous les paramètres dans le rouge, quoi, mais tous. Et d'ailleurs, quand on questionne un peu, on s'aperçoit que les gens n'ont pas acheté une maison. Ils ont acheté un prix. Parce que ils avaient un budget tellement bas, puis là ils se disent oh, c'est quand même. Bon, c'est pas terrible, mais si on fait ça comme travaux, si on fait ci, si on fait ça, on peut peut-être en tirer quand même quelque chose. Tu feras rien. Tu peux pas. Tu peux pas entreprendre dans un lieu comme ça, c'est tellement. Tu pars de tellement loin que si tu veux, tu n'auras aucun entrepreneur qui va venir. Oui. J'ai des exemples comme ça. Alors c'est assez dramatique, mais bon, les gens, voilà, ils ont eu quelque chose à très bas prix, mais je vais dire qu'ils en ont eu pour leur argent et qu'ils le payent au final très cher. Bon, après, je pense qu'on ne choisit pas sa maison par hasard non plus. C'est un peu comme les associations de personnes, vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, il a les bonnes névroses qui s'emboîtent bien avec les vôtres. Ben oui, parce que c'est aussi une opportunité d'évoluer, c'est une opportunité d'apprendre des choses sur soi. Hein. Et oui, et la maison, elle va appuyer aussi elle va vous inciter en fait à le... C'est pas la maison parfaite d'un point de vue Vastu, mais c'est la maison parfaite pour vous à cet instant T. Et puis vous allez faire un bout de chemin avec cette maison, jusqu'au moment où effectivement vous aurez suffisamment évolué intérieurement pour soit quitter le lieu, soit peut-être faire appel à Béa, Véro, pour faire un Vastu. Parce que là, on va changer la vibration du lieu et je peux vous dire que ça n'a plus rien à voir une fois qu'on est passé. C'est une autre maison. J'ai comme ça une personne qui nous appelle un jour et qui dit écoutez, il faut absolument que vous veniez, c'est terrible, on vient d'acheter une maison, c'est terrible, je peux pas rentrer, je peux pas être dans ma maison en fait. Je me sens tellement oppressé, je dors pas, enfin c'est l'horreur. Ben, j'ai dit pourquoi vous l'avez acheté? Ah mais oui, mais c'est vraiment le village avec mon mari, c'est vraiment le village dans lequel on voulait être, il n'y a pratiquement jamais un bien à vendre, et puis vu de l'extérieur, elle correspondait, enfin voilà, elle avait apparemment les critères que les personnes recherchaient. Et en fait, dès qu'ils ont, ils ont signé un compromis, ils passent devant le notaire et puis ils prennent possession du lieu. Et là, ils prennent vraiment possession. Alors je ne sais pas si on doit dire que c'est eux qui prennent possession ou la maison qui prend possession d'eux, mais c'est terrible. Et c'était une maison en diagonale. Enfin, vous m'avez compris, hein, dans l'axe diagonal. Et moi, quand je rentre dans cette maison, j'ai l'impression que j'ai la tête qui va exploser, quoi.
Parce qu'il y a des fois des maisons qui sont un peu plus conciliantes que d'autres, même si elles sont à 45 degrés. Bon, on sent que c'est pas très confortable, mais ça passe. Mais là, celle-là, ça passait pas, en fait. Et alors, on arrive, bon, on n'a pas la méthode pour mettre la maison sur des roulettes et la tourner, hein, mais on a une méthode, par contre, qui consiste à rétablir ce qu'on appelle l'équilibre entre l'énergie statique et l'énergie dynamique. Eh bien, première chose, première intention, je dis, oh là là, c'est épouvantable, il faut absolument qu'on règle ce paramètre. Donc, on remet l'énergie correcte, et là, cette personne qu'on connaissait depuis quoi, un quart d'heure, 20 minutes, elle explose en pleurs. Et vraiment, les larmes coulent, mais des sanglots. Et elle nous dit cette chose vraiment très très forte, hein, qui nous a pratiquement tiré les larmes des yeux, c'est je vais enfin pouvoir rentrer dans ma maison. Wow. Et ça, c'est des choses que j'ai vécues. Hein. Je ne suis pas en train de vous bourrer le mot avec des histoires que j'ai entendues. C'est vraiment des choses que j'ai vécues. Et ça, j'ai des exemples au kilomètre. D'ailleurs, souvent les étudiants, quand ils font leur premier séminaire, ils disent wow, il doit exagérer un petit peu quand même. Bon, Laurent, quand même, là, bon. Puis après, ils font leur deuxième séminaire, puis je leur en rajoute encore une couche, et puis ils me disent ouais, bon, ouais, ça. Faut voir. Et puis quand ils voient, ben effectivement, il se passe des choses. On a des synchronicités, mais assez incroyables. Des trucs, on se dit quand même, waouh, c'est fort. Ça fait rire Véronique. Parce que bon, on a fait, en fait, il y a 2-3 jours, enfin, on a fait un Vastou ensemble, dans un restaurant. Parce qu'on intervient aussi dans le milieu professionnel, hein. On ne fait pas que l'habitat. Ça représente presque 25-30% d'ailleurs des sollicitations, hein, qui viennent au niveau de l'Institut. Eh bien, je préviens quand on fait du Vastou chez les professionnels qu'il est fort probable qu'il y ait un petit peu de changement de personnel après le Vastou. Ça va remuer un petit peu dans les brancards. Bah oui, parce qu'on remonte l'énergie. Donc les gens, ils sont, vous voyez, ils sont en mode pépère, tranquille, puis tout d'un coup, on remonte l'énergie. Donc là, ils quittent leur zone de confort. Faut remonter. Donc là, en général, ça se passe quand même relativement bien. Mais il y a des personnes qui sont dans la résistance et qui veulent pas. C'est pas non. Avant, c'était bien, maintenant, depuis qu'ils ont fait le Vastou, ça ne va pas du tout. Et ces gens-là s'en vont. Et donc là, il y a eu un employé, enfin, qui était un apprenti, qui était là. Le lendemain du Vastou, il dit, vous savez, moi, je ne vais pas rester. Hein. Bon, là, je reste jusqu'à la fin de l'année, mais après, je m'en vais. Hein. Bon, bah, de toute façon, le patron et la patronne du lieu disent, bon, bah, ok, hein, si tu veux partir... on n'est pas marié, hein, okay. Et donc là, le directeur de l'établissement, enfin on va dire le gestionnaire, il sort du restaurant. Mais dans la suite, hein, c'est le même jour, quelques minutes après, il sort du restaurant. Il y a une dame toute gentille qui est là sur le trottoir qui dit « Oh, j'aimerais tellement travailler chez vous. » C'est quand même assez extraordinaire, ça. Une synchronicité. Hein? Et en janvier, en plus, c'est-à-dire que c'est au moment où l'autre s'en va. Non mais, vous y croyez à ce truc-là? Alors évidemment, ceux qui sont très rationnels vont se dire, ouais, bon, ok, d'accord, mais enfin, c'est le hasard. Ouais, mais des hasards, j'en ai des centaines et des centaines comme ça, avec des synchronicités qui se passent, mais dans les jours suivants, quoi. Ouais, non, c'est très très étonnant. Moi d'ailleurs, ça m'épate vraiment de voir en fait cet impact aussi puissant et aussi immédiat. Parce que quand on fait du Vastou, c'est pas oh ma petite dame, monsieur, vous verrez, ça va se canaliser, bon, vous verrez dans une semaine ou deux, faut que... Non, c'est tout de suite, c'est-à-dire immédiatement.
Et c'est pour ça qu'on sait si ça fonctionne ou pas quand on pose du matériel. On travaille avec du marbre, du cuivre, des effets miroirs et des mandalas. Eh bien, quand on pose du matériel, c'est dans les secondes qui suivent qu'on a la réaction de la maison. Ça s'ouvre, ça se referme. On est bien ou on n'est pas bien. Donc l'effet, il est tout de suite. Après, je dirais la cascade des effets sur l'humain, ça peut des fois effectivement demander quelques jours, parce que nous, on a plus d'inertie, si vous voulez, que la maison. Et la maison, on l'a... imaginons que cette maison, elle marche avec, comme si vous, on vous mettait une semelle de 20 cm sous une chaussure, et puis vous marchez pieds nus de l'autre, bon, vous êtes comme ça en travers. Bah, quand on vous retire la semelle, ça y est, vous êtes recalé. Hein. Ben, c'est ce qui se passe au niveau de la maison, c'est immédiat, la maison est recalée. Par contre, pour l'humain à s'adapter à la nouvelle vibration, il lui faut quelques heures, quelques jours. Un grand classique, on fait un vastou dans une famille avec des enfants en bas âge. Eh bien, le premier soir, souvent les enfants sont très grognons, enfin parce qu'ils ont perdu leur repère. Les enfants sont très sensibles. On a changé l'énergie, ils sentent qu'il y a quelque chose et souvent ils sont un peu décontenancés, ils sont plus sécurisés parce qu'ils n'ont plus leur repère énergétique comme d'habitude. Et donc ça peut se manifester par effectivement des réactions un petit peu de colère ou de... Bon, j'ai des exemples aussi comme ça de pétage de plomb, alors là d'ados par exemple, gratiné après le vastou. Mes parents se disent, mais j'ai jamais vu mon gamin dans cet état-là. Ah oui, c'est... Non, ça peut être à ce niveau-là. Je vous ai parlé du matériel et je vais conclure là-dessus, et puis après je vais rebondir sur les questions que j'espère nombreuses que vous avez. On utilise du structurel, parce que la maison, vous voyez, c'est du dur, quoi, hein, et donc il faut ramener effectivement du métal, de la pierre. En l'occurrence, là, ça va être du marbre, du cuivre, parce qu'il y a des propriétés particulières à ces matériaux. Et après, il y a toute une science pour vraiment les utiliser. C'est quand même très millimétrique. Hein. C'est pas, hop, je jette 3 cailloux comme ça, puis tout va aller bien. Bon, allez, hop, on met une petite pyramide là. Oui, il y a des choses très bien, hein, qui rayonnent, qui rehaussent l'énergie. Mais là, en l'occurrence, dans ce que nous déployons, c'est vraiment très très précis. C'est-à-dire chaque caillou est posé suivant une certaine orientation, on les met en relation les uns avec les autres, et c'est tout un apprentissage. Le cuivre, pareil. Alors, on utilise aussi des miroirs, enfin ce qu'on appelle des bandes miroirs qui permettent de dévier les flux, de pousser plutôt dans un sens ou dans un autre. Mais attention, les miroirs peuvent être aussi des pièges. Ce sont parfois des pièges. Ça, c'est très important dans les maisons. Le miroir peut être correctif, mais il peut aussi pénaliser l'énergie. Et puis, il y a les mandalas. Alors, les mandalas, ça, c'est assez extraordinaire. C'est aussi une structure traditionnelle qui vient de l'Inde. Quand vous rentrez dans un temple, par exemple, il y a des mandalas partout. Les grands temples en Inde, qui sont d'ailleurs en position cardinale pour certaines raisons, eh bien, quand vous passez... Quand vous rentrez par la porte, porte nord, porte sud, souvent il y a 4 portes aux orients, et bien souvent au sol, il y a un mandala qui est sous forme de pierre, en fait, qui est incrusté, vous passez dessus. Et le pèlerin, à ce moment-là, il est aligné. D'ailleurs, si on lève la tête, souvent, il y a aussi des mandalas qui sont en lapin, des mandalas plus récents, évidemment, qui sont peints. Et le mandala, par sa structure, il est en lien déjà avec la géométrie sacrée. Donc il y a des formes spéciales. Hein. Par exemple, prenez le Sri Yantra, qui est très très connu dans l'Inde. Eh bien, il est dans la réunion de ce qu'on appelle Purusha Prakriti, et il est très très puissant en termes d'énergie. Et ça, c'est dans sa structure, dans sa forme du mandala. Ensuite, il y a la couleur. La couleur, c'est de l'énergie.
Et puis il y a surtout au centre ce qu'on appelle le lien à l'égrégore. L'égrégore, c'est souvent une figure spirituelle, mais pas toujours. Ça peut être aussi un lien à la nature, ça peut être des plantes, ça peut être les éléments, les 5 éléments fondamentaux, eau, terre, air, feu et terre. Et l'égrégore, c'est comme un pont entre le monde visible et invisible. Et quand on place un mandala, Ganesh par exemple, qui est aussi très très connu dans la tradition indienne, qui est, on va dire, le protecteur du lieu, celui qui peut aussi nous pousser à aller dans une certaine adversité, mais qui nous donne en même temps les moyens de résoudre les problèmes, eh bien c'est un égrégore d'énergie tellement puissant parce que il a été vénéré par des millions et des millions de personnes au travers des âges. Et donc ça forme un égrégore d'énergie. Et quand on place le mandala, on se met en connexion avec cette force, avec cet égrégore. Et ça, par exemple, pour nettoyer les lieux, c'est-à-dire quand il y a eu des pollutions, quand il y a eu des événements compliqués dans un lieu, ou voire même parfois des entités, c'est-à-dire moi ce que j'appelle les colocataires subtils, eh bien les mandalas peuvent aider. Après, ça m'arrive parfois quand c'est vraiment très très costaud, c'est de chanter des pujas, des mantras, des choses comme ça, qui sont aussi des éléments traditionnels, qui sont puissants, qui permettent de nettoyer les lieux. Bon là, ça s'est pas avéré dans les vastus qu'on a fait, mais ça m'arrive de temps en temps d'employer effectivement aussi des mantras, des chants. Voilà, c'est avec mon épouse Lydie qui, elle, s'occupe beaucoup de cette partie des mandalas, mais pas que, hein, elle m'accompagne souvent aussi dans les harmonisations vastu, ou même parfois elle y va bien sûr toute seule. Eh bien, elle a mis au point, bon, c'est une collaboration, mais elle a développé en fait ces mandalas à partir évidemment des structures traditionnelles. Et c'est vraiment très très puissant quand on les place. Alors, il faut savoir aussi les placer parce qu'il y a des endroits plus stratégiques que d'autres. Ça fait référence aux points marma de la maison, qui sont des points vitaux, on va dire, qui correspondent peut-être au point de passage privilégié entre l'habitat et l'habitant. Et donc, quand les marmas sont bloqués ou sont pénalisés ou sont trop faibles vibratoirement, eh bien, les mandalas, là, par contre, les boostent et permettent de les remettre à niveau. C'est vraiment super. Voilà, bah écoutez, ça fait quand même un petit moment que je parle. Je vais prendre un petit verre d'eau, juste le temps de vous laisser cogiter aux questions. Je répondrai avec plaisir. Si vous avez une question, vous parlez bien fort pour que je puisse avoir un enregistrement. J'ai trop bien parlé du vastu, regarde, ils n'ont aucune question. Ah, merci. Alors, ma question, c'est le vastu. C'est de la géobiologie, mais version indienne, c'est ça? Ça, c'est un peu réducteur hein, comme définition. Je dirais que la géobiologie, ça représente 10 à 15% du volume du vastu. Et là, je trouve qu'on est beaucoup mieux proportionné. Parce que non, je ne peux pas dire, si vous voulez, que c'est une version indienne de la géobio, parce qu'on a plein de gens qui viennent à l'Institut, qui sont passés par la géobio, pour certains qui sont des pointures en géobio, et je peux vous dire que quand ils ont 6 mois de vastu, ils font plus de géobio à l'ancienne, comme ils faisaient, mais ils font du vastu. Et leurs compétences en géobio, c'est un petit plus, bien sûr, je ne le dénigre pas, mais c'est comme le feng shui. On a plein de personnes qui sont passées par le feng shui, qui viennent se former chez nous, mais très rapidement. Et c'est pas pour dénigrer le feng shui, hein. Bon, même s'il a été un peu victime, je dirais, de son succès, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens un peu opportunistes, ils ont fait 3 séminaires de feng shui, et ça y est, ils sont maîtres feng shui, et puis bon, ils font pas grand-chose, quoi.
où ils appliquent effectivement quelques recettes. Bon, bah, de temps en temps ça fonctionne, de temps en temps ça fonctionne pas. Mais c'est vraiment discréditer la discipline, parce que Feng Shui c'est extraordinaire. Mais là où on a un avantage, je dirais, avec le Vastu, c'est que quand on fait le Vastu, c'est fait. On n'est pas obligé de revenir 3 mois, 6 mois, l'année prochaine, te remettre un petit polishing Vastu. Non. Non. Non, non. Parce que dans le Feng Shui, si on veut le faire sérieusement, comme c'est très lié aussi à l'astrologie, eh ben, il faut effectivement revoir sa copie régulièrement, réajuster des choses, parce que énergétiquement, il y a des changements astrologiques. Mais en Vastu, on ne s'occupe pas trop de ce domaine-là, parce qu'on considère que c'est des corrections de type secondaire. Et là, en Vastu, on va être sur des corrections de type primaire. Primaire, c'est qu'on est dans le dur, on est dans le structurel, on est dans les fondations de la maison. C'est-à-dire que quand la maison elle est à 45 degrés, vous voyez qu'elle est diagonale, et qu'on la remet à 20 degrés, ben on l'a remis à 20 degrés. L'année prochaine, elle est toujours à 20 degrés. Vous voyez, ça bouge pas. Donc là, on est dans le dur, on est dans le structurel. Et vous pouvez refaire toute la déco que vous voulez, vous pouvez faire toute la géobio que vous voulez. Si la maison elle reste à 45 degrés et qu'elle est décompensée d'un point de vue statique dynamique, vous allez l'améliorer. C'est vrai. Je ne dis pas que ça ne va rien faire. Mais vous restez avec un boulet au pied. J'ai une autre question. J'ai du mal à comprendre. Par exemple, un énergéticien qui parle de nettoyage de maison. En fait, la différence entre lui et le Vasmou, c'est que le Vasmou, la prise en charge, elle sera beaucoup plus basse. C'est-à-dire, pas que l'énergie subtile qu'il y a dans la maison, mais carrément les murs. C'est ça? On pourrait prendre cette analogie. D'ailleurs, je vais reprendre une citation qui m'a été donnée par un étudiant, une étudiante qui est à Toulouse et qui était maître Feng Shui. Elle est venue se former il y a déjà 4-5 ans chez nous, au Vastu. Et elle me dit, c'était l'année dernière, on avait un petit échange au téléphone, elle me dit, tu sais Laurent, avec le Feng Shui, c'est comme si je change la déco, c'est comme si je change les couleurs, enfin tu vois, mais avec le Vastu, je bouge les murs. Pour vous donner un ordre d'idée. Hein, et pourtant, je veux dire, c'est une pointure en Feng Shui. Donc, elle me dit, moi je fais 90% ou 95% aujourd'hui de Vastu, et de temps en temps, parce que j'ai ces connaissances, je ramène une petite touche Feng Shui, mais elle me dit, on ne joue pas dans la même catégorie. Le Vastu, tel qu'il est enseigné dans notre institut, c'est un Vastu qui est en fait un Vastu très secret. Très secret parce que je peux détruire une maison en 15 minutes. Et quand je dis ça, c'est arrivé une fois à un étudiant il y a 7-8 ans à peu près qui me téléphone et il me dit Laurent, j'ai un problème. Je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit les gens ne peuvent plus rentrer chez eux. J'ai fait un Vastu, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Je dis qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? C'est quoi ça? Elle me dit oui, la dame dès qu'elle rentre, elle est prise de nausée, à vomir, elle ressort, ça va mieux, elle rentre, ça va pas. Je dis, t'as dû faire une boulette là, c'est pas possible. Non, non, je t'assure, j'ai tout fait bien. Bon, on a débrouillé l'affaire. Effectivement, il y avait une grosse boulette qui avait été faite. Il a retiré le matériel en question et ça s'est très bien terminé. Il n'y a pas eu de problème. Mais il y a des personnes qui vont nettoyer, ils vont être plutôt dans la partie, vous voyez, des mémoires. C'est-à-dire, ils vont nettoyer l'énergie du lieu, mais si dans la structure, c'est toujours pas calé, c'est toujours pas calé. C'est en ça que je rejoins ce que vous dites, c'est très très complet. Comme je vous ai expliqué au départ, il y a la géobiologie, il y a le structurel propre au Vastu, qui est très très, qu'on ne va pas trouver dans d'autres disciplines. Et puis il y a aussi toute l'énergétique subtile liée aux habitants, à la mémoire du lieu, ce qui s'est passé, tout ça. Tout ça c'est balayé. Oui. Est-ce que déplacer des objets de déco, par exemple, des objets des meubles, ça influe, ça fait partie aussi de ce qu'on fait dans le là-dessous? Très peu, très très peu, parce que bien sûr ça influe,
Si on voit quelque chose qui vraiment dénote ou quelque chose qu'on voit qui n'est pas du tout... à sa place. Par exemple, un miroir qui est mal placé, ça peut être quelque chose c'est comme pas ça. pareil. Le miroir, je vous ai cité parce que les miroirs sont effectivement, peuvent être très perturbateurs. Donc, si on voit qu'un miroir est hyper mal placé, on dit non, mais ce miroir, il ne peut pas rester là, quoi. Donc peut-être que s'il est compliqué à retirer, on va mettre juste un petit tissu devant pour l'occulter, pour que nous, on puisse faire notre consultation correctement. Parce que s'il perturbe l'énergie, qu'il est là en permanence à perturber, il faut bien le lever, vous voyez. Mais les objets, oui, il peut y avoir des objets aussi qui sont très chargés. Moi, des fois, je passe à côté, bing, oh là, ce truc-là, je regarde, c'est pas très bon, quoi. Je parle de ça parce que, alors, bon, après, pour citer un cas personnel, moi, chez moi, j'ai un miroir qui est face à l'entrée. En feng shui, on dit que c'est pas beau. Alors, moi, j'ai l'impression, c'est un ressenti. Il faut que tu le retires ce soir. C'est extrêmement mauvais. C'est très mauvais. Alors, j'ai l'impression que ça laisse rentrer que des bonnes personnes, mais les mauvaises, elles ne rentrent pas. Non, c'est une alors là, je peux te dire, c'est une enfin, excuse-moi, je te tutoie. Mais... Non, ça, c'est vraiment... Le Feng Shui a raison, c'est très mauvais. Et le Vastu, c'est très mauvais. Donc, c'est vraiment un truc majeur. Non, mais ce soir, tu mets un rideau dessus, tu vas voir déjà l'énergie de ta maison va changer. D'accord. Et si tu veux éviter... je vais parler un peu crûment, mais si tu veux éviter les cons, rentrer chez toi, il y a d'autres méthodes qui marchent bien. Tu mets un petit Ganesh, par exemple, tu vois, un mandala, dans sa structure, hein, un mandala qui vibre bien. Un mandala de chez nous. Avec Ganesh, si tu veux, ça va vibrer. Je peux te dire que là, ceux qui sont des mauvaises intentions, des mauvaises énergies, qui sont trop perturbés dans la tête, tout ça, enfin, qui sont, on va dire, toxiques, hein, pour résumer, bah, ils ne viendront pas. D'ailleurs, quand on fait du Vastu chez des gens, plusieurs mois après, quand on a des témoignages qui reviennent, ils disent quand même, hein, il y a des amis, marqué, à chaque fois qu'ils venaient, c'était pénible, parce que on les accueillait par politesse, vous voyez, ou ci ou ça, mais en fait, ils nous cassent les pieds plutôt qu'autre chose, ils sont collants, enfin, voilà, c'est pas des gens plaisants, ben, ces gens-là disparaissent. Spontanément, il n'y a rien à faire. La vibration est montée, c'est comme l'employé dans la société ou la maison où on a fait le Vastu, dire, et le lieu vibre et ne lui convient plus. Il s'en va. J'ai plein d'exemples comme ça dans le professionnel où dans la semaine qui suit le Vastu, bing, il y a un collaborateur ou deux qui sont... J'ai même été faire du Vastu dans des hypermarchés, hein, grands magasins de bricolage, 15 000 mètres carrés, 350 collaborateurs, ben, je peux vous dire une sacrée charrette de gens qui partent après. Ça déstabilise d'ailleurs un petit peu le manager parce qu'il dit, sinon, Vastu, ça décape. Hein. Ah ouais, pour décaper. Ben oui, mais en même temps, ça fait le ménage et puis après, il n'y a pas de problème de recrutement, mais après, tu as des gens qui viennent. Moi, dans les salles de recrutement de cette enseigne, je mets Ganesh. Parce que au moins, tu vas recruter des gens, tu vois, qui sont droits dans leurs bottes. Parce que Ganesh ne laisse pas rentrer le loup dans la bergerie. C'est... En fait, c'est vrai que dans ce que vous dites, donc en gros, si je résume, en fait, ce que vous proposez aujourd'hui dans votre formation, c'est effectivement quelque chose qui va venir, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue structurel, en fait, nettoyer une maison, la remettre en fait, entre guillemets, dans son état, on va dire, le plus adéquat en fait, pour que les gens puissent y vivre. On est d'accord? Oui. Alors, en fait, quand vous faites appel au mandala, Ganesh et tout ça, est-ce qu'il y a ce lien de religieux, entre guillemets, ou est-ce que c'est vraiment, c'est purement au moment du nettoyage ou au moment de cette pratique? Alors, bon, je sais qu'en Inde, on ne fait pas trop de différence entre le profane et le sacré. Donc c'est très mêlé. Donc c'est aussi pour ça que, je dirais, les Occidentaux, parfois, ils ont du mal avec ce genre de choses parce que ce sont des croyances, enfin, si, le dieu Shiva, avec sa tête d'éléphant. Bon. Mais en fait, le monde n'est que vibration.
Et quand on reste uniquement dans la perception, je dirais, de la matérialité, on n'est que matériel. Mais quand on élève un petit peu son niveau vibratoire, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose derrière le miroir, il y a quelque chose d'autre qui est plus subtil, mais en même temps très puissant. Et c'est pas du domaine de la croyance. Moi, c'est très classique, hein, j'arrive dans un lieu, c'est madame qui a sollicité le vastou, monsieur il appuie plutôt sur le frein. Ça, c'est un classique. Ça arrive l'inverse, hein, messieurs, je ne veux pas être raciste, hein, ça peut arriver que ça soit l'inverse, que c'est monsieur qui est en demande et que madame appuie sur le frein. Mais quand même, dans la grande majorité, c'est un peu comme dans les cours de yoga. Vous voyez, hein, si vous regardez, il y a à peu près, pour une dizaine de femmes, il va y avoir, allez, peut-être un ou deux hommes. Ben, c'est à peu près dans cette proportion, c'est-à-dire que c'est souvent quand même à l'initiative de vous, mesdames, que le vastou va rentrer dans la maison. Et le monsieur, oh, il ne croit pas trop à son truc. Attends, je finis l'histoire. Et puis, en fait, on fait, par exemple, un statique dynamique. Hein, comme la dame là, qui a explosé en pleurs. Mais je peux vous dire que souvent, les hommes, ils sont très sensibles, en fait. Hein. C'est-à-dire, il y a une carapace un peu de surface, mais derrière, oh, mais je sens votre truc, là. Ouais, ça fonctionne. C'est très, ça, c'est aussi très classique, ça. Non, j'entends. Non, mais je comprends tout à fait. Parce que... Et même quand on pose des mandalas, hein, c'est-à-dire que même si on n'a aucune connaissance ou quoi que ce soit, il y a vraiment des mandalas, des fois c'est surprenant, quoi. C'est-à-dire il y a une vague d'énergie qui, au moment où on pose le mandala, et les gens ressentent. Ils n'ont pas de formation vastou, ils ne sont pas forcément, vous voyez, adeptes, je ne sais pas moi, Shiva, Vishnu ou autre. Ils sont plutôt agnostiques, mais ils sentent l'énergie. Oui, mais en fait, bon, enfin moi j'ai juste posé cette question en lien avec l'énergétique, effectivement, puisque, comme vous dites, vous l'utilisez, mais il y a en fait une énergie derrière, en fait, j'ai bien compris. Voilà. En fait, je vous parle de ça, c'est mon cas personnel. Effectivement, je prends mon cas. C'est particulier. Forcément, c'est particulier, oui, puisque c'est votre cas. Voilà, c'est particulier. En fait, j'ai construit ma maison il y a une douzaine d'années. Et au moment de la construction, j'ai fait 3 arrêts cardiaques. Donc aujourd'hui, je suis à Paris, on m'a découvert plein de trucs, machin. Et j'ai fait appel à beaucoup de personnes, en fait, pour venir nettoyer, enfin, bref. Donc j'ai basculé, en fait, dans ce monde énergétique à la suite de tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis convaincu de ce que vous dites, mais j'aimerais juste comprendre la finalité de, comment dire, je répète pas les mots, mais du potentiel. La finalité, c'est la maison, c'est une note de musique dans un grand orchestre. C'est un instrument. S'il joue faux, eh bien, ça vous casse les oreilles. Et que va faire en fait le consultant vastou? Il va réaccorder la maison pour la faire chanter juste. Et à ce moment-là, il va magnifier en fait le lieu. Donc il fait rien de plus en fait que, vous voyez, accorder la maison. C'est une question vibratoire, c'est-à-dire elle n'est pas dans la bonne tonalité, elle n'est pas en harmonie avec son environnement qui lui vibre, c'est la nature, enfin vous voyez, où il y a des pollutions aussi qui viennent, il faut un peu s'en séparer. Eh bien, on va la protéger, on va lui apporter, vous voyez, cet accord. Et à ce moment-là, elle va jouer juste. Et quand elle joue juste, eh ben, on est joyeux, on est content. Et ça, c'est le résultat au final. C'est pas d'avoir des choses absolument extraordinaires, même si pour moi ça paraît assez extraordinaire, mais c'est surtout de dire ouais, j'ai de la joie, je suis bien dans ma maison, mais vraiment quoi. Je me sens reposé, je dors par exemple. Avant je dormais, je me sentais fatigué le matin au réveil. Et puis là maintenant, je suis apaisé. Je sens que mon sommeil est réparateur. Ça ne veut pas dire que le vastou va soigner toutes les choses, mais il y a peut-être des pathologies de la personne qui font que. Hein. C'est pas la recette absolue pour tout. Et puis,
ça ne va pas forcément toujours aussi dans la direction du souhait initial des personnes qui sollicitent. Parce qu'on a des fois des projections, on dirait oh, j'en ai marre de vivre seul. On a vu ça, tiens, il n'y a pas très longtemps. Oh, tu crois que si tu fais un vastou, je peux trouver un mec? Alors, on dit bon, écoute, si ça doit être dans ton chemin de vie, ton dharma, peut-être que le vastou va aider, mais moi je garantis pas. Hein, là. Je ne fais pas satisfait ou remboursé, si tu veux, si tu n'as pas trouvé quelqu'un. Donc ça ne va pas forcément aller dans le sens, la plupart du temps je dirais que si, ça va quand même dans le sens de la doléance, mais parfois c'est très curieux. Il y a des gens, ils font le vastou, et puis 3 mois après, ils changent de boulot. Et puis en fait, au fond d'eux, ils n'étaient pas heureux dans la place où ils étaient. Et ça, ils s'emmerdaient, quoi. Et puis le vastou arrive, ça monte la vibration, ça leur donne de l'énergie. Et là, ils ont l'énergie de faire le pas. Et puis, ils se jettent à l'eau. Et puis, le vastou, il facilite, il aide. Parce qu'il va aller vers ce qui est juste pour la personne. Et à ce moment-là, il va la supporter, il va activer. C'est un catalyseur. Le vastou, c'est un catalyseur de ce qui est juste. Mais pas forcément de ce que vous souhaitez. Si vous dites, je fais le vastou pour gagner au loto, ça m'étonnerait quand même que le vastou fonctionne. Enfin, il va fonctionner, mais pas dans ce sens-là. Oui oui, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des choses comme ça, alors, par exemple au miroir, qu'il ne faut pas que ce soit face à l'entrée? Est-ce qu'il y a des choses Méfiez-vous, comme ça, parce que si vous continuez à décliner votre maison... Non, est-ce qu'il y a des choses à savoir comme ça qui sont très simples, qu'on peut faire chez soi Je prends l'exemple des miroirs parce que ça, je suis à peu près sûr que vous ne pouvez pas vous tromper. C'est facile, ça ne doit jamais être par rapport à un flux d'arrivée. C'est-à-dire quand vous rentrez dans votre maison, je prends toujours l'image de la rivière qui rentre dans la maison, l'eau va aller dans le couloir, elle va rentrer dans telle pièce, donc on voit bien qu'il y a une circulation. Eh bien, il ne faut jamais qu'il y ait un miroir qui soit face au flux. Il faut qu'il soit toujours sur le côté, c'est-à-dire perpendiculaire au flux. Donc pas face à un escalier non plus, par exemple. Voilà, si vous arrivez, vous montez, et puis vous arrivez sur votre palier, vous voyez devant, là c'est pas bon. C'est pas bon. Si vous rentrez dans votre chambre, et puis vous êtes encore dans l'encadrure de la porte, vous voyez, c'est pas bon. Parce que là, vous êtes face à un flux d'arrivée. D'accord. Ça, vous pouvez l'appliquer dès ce soir en rentrant, changer, et vous verrez que ça, des fois, c'est très surprenant. Et il n'y a pas encore comme astuces comme ça? Alors, vous me demandez des recettes de cuisine. Je vous ai dit au départ que le vastou, c'est absolument pas des recettes. Sinon, vous prenez un petit cube de marbre, vous prenez un petit peu de cuivre, vous tartinez avec un mandala. Non, soyons sérieux. C'est pas possible de vous donner parce que c'est tellement dans la spécificité que, si vous voulez, là j'ai un excellent livre, il n'en reste presque plus parce que c'est la 3e conférence que je fais sur l'île et puis il n'en reste plus que 4 exemplaires, je suis vraiment désolé, vous ne vous battez pas à la sortie, mais bon, à ce moment-là vous notez les adresses et vous le passez parce que nous, on n'est pas des vendeurs de livres, mais j'ai écrit un livre sur le vastou avec les grands principes, mais ça ne va pas faire de vous un médecin, l'habitat. C'est pas sérieux, quoi. Parce que là, on est quand même sur un truc qui est fort, quoi. Donc, je ne peux pas vous donner de recette de cuisine. La seule recette que je peux vous donner, ce sont les miroirs. D'accord. Après, tout le reste, vous voyez, c'est comme l'automédication. Bon, si on a le tout petit truc, on sait qu'on prend telle plante ou telle essence, ça nous fait du bien, ok, très bien. Mais quand vous avez un truc un peu sérieux, il faut aller voir les professionnels. Sinon, vous faites de la bricole et vous risquez même de faire des choses contraires à ce qu'aller faire chercher. Donc, c'est vraiment... c'est très, très important. On n'imagine pas à tel point on est impacté par la maison. Oui? Oui, j'ai une question. Alors, il faudrait toujours avoir... Juste après. Avoir l'accord des 2 proprios
de la Très maison. bonne question. Très bonne question. Est-ce qu'un seul suffit? Alors, soyons très clairs. C'est-à-dire, c'est tellement impactant qu'il faut... Alors, on va prendre l'exemple du couple. Vous sollicitez le vastu, il faut que monsieur soit au courant et qu'il y ait au moins une acceptation passive. Acceptation passive, ça veut dire, oh, allez, c'est encore tes trucs à toi. Oh là là. Bon, ok, hein, si tu y crois, c'est machin. Bon, d'accord. Ok, c'est bon. Il y croit pas au truc. Mais ça, c'est pas... Vous voyez, c'est ok. Par contre, s'il n'a pas l'information qu'il y a du vastu qui est fait, on ne viendra pas faire le vastu. Ça, c'est extrêmement important, c'est d'avoir un accord actif ou passif, mais de savoir que le conjoint... Alors, si vous êtes locataire, il n'y a pas besoin de demander l'accord du propriétaire. C'est différent. Le propriétaire, il ne vit pas chez vous. Il vous a fait un bail, donc il vous lie juridiquement au lieu, donc c'est vous qui avez la jouissance du lieu. À partir du moment où vous avez la jouissance du lieu, eh bien, vous pouvez tout à fait repeindre un mur. Il peut vous demander à la sortie de peut-être le repeindre comme il était à l'entrée, ça il peut en avoir le droit, mais il ne peut pas vous imposer sa peinture marron qu'il avait mis sur tel mur de la chambre et qui vous insupporte. Et puis le vastu est très peu invasif. On ne va pas taper dans les murs, enfin, on ne va pas faire des choses qui dégradent le lieu. C'est très discret. Ça, c'est encore un avantage. J'ai une question. Alors attends, parce qu'il y a une petite dame là, ça fait au moins 3 fois qu'elle lève la main, puis après je te donne la main. Alors vous battez pas pour la question, hein, c'est bon, c'est qui? Je voulais d'abord vous remercier, parce que ça me parle énormément de ce que vous dites, c'est d'intégrer maintenant le lieu où je vis dans l'harmonie, enfin dans l'ensemble, créer une harmonie de l'ensemble, ça me touche beaucoup. Je me posais juste la question de savoir que vous dire vastu. Très bien, oui, c'est vrai, ça, j'ai botté en touche. C'est l'énergie des lieux sacrés. Vastu Shastra. On peut dire aussi l'énergie sacrée des lieux. Ça peut aller dans les deux sens. Initialement, c'est une science de construction, le Vastu, et qui, initialement, s'appliquait au temple, aux lieux sacrés. Enfin, après, il y a des déclinaisons qui peuvent s'appliquer au niveau de l'habitat familial. Est-ce que dans l'Égypte ancienne, ils avaient toutes ces notions, vous savez? Ah, j'adore l'Égypte ancienne, j'ai une vie lointaine là-bas. Ouais, ils connaissaient énormément les ondes de forme. Vous savez, la pyramide, tout ça, c'est des... Non, ouais. Et puis, ils connaissaient les proportions sacrées, enfin, vous voyez, c'était très très au fait. Mais il ne faut pas croire, hein, les druides, les Celtes et tout, ils avaient des connaissances. Nos cathédrales en métropole, elles sont aussi complètement vastu. Hein. Vous prenez les temples amérindiens, c'est pareil. Donc on voit bien que ce sont des connaissances universelles qui ont été déployées par des gens qui avaient une connaissance subtile de la nature. Alors ils l'ont décliné évidemment un peu différemment suivant les lieux, hein. C'est pour ça qu'on a l'Ayurveda en Inde ou qu'on a la médecine, l'acupuncture par exemple en Chine. Bon, mais quand on a suffisamment de hauteur, on peut faire des ponts. En fait, voilà, c'est les mêmes choses, c'est la même façon d'agir sur l'énergie. Oui. Attends, après. J'ai 5 questions, j'en ai plusieurs en fait. Je voulais savoir une indication du prix d'une consultation. Alors je vais répéter parce que là on a la moto qui s'enflamme dans la rue. Le prix d'une consultation, faut compter environ 10 € du mètre carré, approximativement, avec un forfait de 650 € sur des petites surfaces. C'est-à-dire que des fois, le studio qui fait 25-30 mètres carrés, enfin ou même moins, nous pose souvent plus de problèmes qu'un appartement qui fait 60-70. Et donc on va être sensiblement dans le même niveau, c'est-à-dire on va jusqu'à à peu près 60-70 mètres carrés, on aura un forfait à 650 € qui comprend le matériel qu'on apporte, qui va être scellé, qui va rester à demeure, des petits mandalas aussi qu'on va mettre, hein, il y a quand même du matériel.
Et puis il y a du savoir-faire derrière, évidemment. Donc là, évidemment, quand on est sur une maison, je sais pas, par exemple, une maison qui fait 120 mètres carrés avec des difficultés sur le terrain, on peut être facilement vers 1500 €, par exemple, une consultation. C'est vrai que c'est un budget. Ceci étant, c'est fait pour rester aussi dans la durée. C'est-à-dire quand on vient, on repart, tout est fait. Il n'y a pas de relooking à prévoir. Et ça Et moi, prend la surface de la maison, donc pas le terrain, quoi. Non, Si non. c'est une maison, Oui, non, c'est pas 10 €, c'est pas 10 € du sur mètre sur un terrain. Non, non. Le terrain, généralement, on le forfaitise entre 200, 300 € jusqu'à des fois 500, 600, vraiment quand on voit que c'est un très grand terrain, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais là, on forfaitise. Mais on prend la maison, souvent la maison comme base, c'est-à-dire, c'est vrai que des fois, on intervient dans des maisons qui font, demain, on va intervenir sur enfin pas demain, mais après-demain, sur une maison qui fait à peu près, combien, Véro, 250 mètres carrés, on a un peu de terrain aussi à faire, on a un devis à 2500 €. Donc ça reste effectivement un budget. Vous avez parlé des adultes, des enfants, des ados, et au niveau des animaux. Comment ça se passe? Ça se passe assez bien en général, ils ne viennent pas fou enragés. Non, ça se passe assez bien avec les animaux. Les chats sont souvent, pas toujours, mais souvent assez perturbés, comme les gamins, hein, le premier jour. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il a mon chat? Il va là, parce qu'il n'a pas ses repères énergétiques habituels. Est-ce que c'est des insectes, sur des choses comme ça, les bactéries ou pas? Les maisons qui sont infestées par des moustiques ou pas? J'ai pas de retour par rapport à ça. Mais on va aller faire un vastou chez vous, puis vous direz. Moi, j'ai pas encore maison infestée. Non, je peux pas vous répondre. Il y a des domaines dans lesquels il y a encore des infos qui doivent nous revenir. Par exemple, on a eu il n'y a pas très longtemps un effet très surprenant. Alors, c'était pas du tout dans la doléance des gens qui venaient, qui sollicitaient l'intervention. Mais une fois le vastou fini, il y a une discussion entre les deux propriétaires, le couple, et puis on était présents dans leur cuisine. Et en fait, dans leur cuisine, avant le vastou, c'était un peu comme dans cette pièce ici où on a de l'écho. Et quand il y avait beaucoup de personnes qui parlent, ça fait tellement d'écho que les gens ne s'entendent plus. Ils font tomber, je sais pas, une fourchette par terre. Vous voyez, ils ont l'impression qu'il y a un carillon qui sonne. On fait le vastou, et puis au bout d'un moment, c'est Bertrand qui s'appelle le monsieur, je me souviens. Et il regarde sa femme et il dit, mais t'as pas remarqué quelque chose de bizarre? Il n'y a plus d'écho. Il y avait un effet sur le son. C'est un témoignage qui est sur YouTube, hein, sur notre chaîne, vous pouvez aller voir. Vous allez sur YouTube, vous tapez Institut français de Vastou, vous allez tomber sur notre site, il y a plein comme ça, de reportages, de témoignages aussi de consultants. Et là, il y a un témoignage de cette personne. Il dit, mais bon, c'est quand même assez bluffant. Oui? J'ai du mal à savoir, est-ce que c'est plutôt une science ou un art? C'est un art. Un art, pour moi, c'est un art. Un art, c'est quelque chose qui peut avoir une connexion avec la science. Parce que je pense que quand on place des marbres d'une certaine façon, il se passe des choses au niveau atomique. Et je pense qu'un jour, on sera capable scientifiquement, parce que là, on n'a probablement pas encore des instruments suffisamment fins pour pouvoir objectiver les effets. Et encore que, là, j'ai une étudiante qui m'a dit qu'elle avait trouvé quelqu'un qui avait mesuré quelque chose. Donc, j'attends de voir, mais je ne peux pas vous en parler plus. Donc, à mon avis, il y a un soubassement scientifique, mais ça reste malgré tout un art parce qu'il y a cette dimension psychique, cette dimension totalement irrationnelle. Et du coup, vous, à force de pratiquer cet art-là, est-ce que vous ressentez aussi
un gain énergétique, ça vous évalue aussi le fait de faire du bien pour d'autres personnes? Alors, je vais conclure, en fait, je vais conclure avec ça. Enfin, bon, je vais répondre, c'est une super question, ça. Donc, je vais conclure avec ça, mais madame, vous aviez aussi une question. Oui, vous? Oui, vous? Oui, en fait, c'était pour savoir si elle fait sur la maison, est-ce que c'est définitif? Bah, je viens juste d'y répondre, c'est-à-dire que oui, c'est fait pour durer. Je suis retourné On dans... n'a pas besoin de refaire dans 10 ans. S'il n'y a pas d'extension à la maison, c'est-à-dire si vous faites des grosses transformations, oui, il peut y avoir besoin, parce que là, vous avez changé... une extension, ça peut s'avérer très positif, ça peut s'avérer très négatif. Ou si on construit une piscine, par exemple. Ou si on construit une piscine, vous voyez. Donc effectivement, il y a des changements qui peuvent vous amener à solliciter. Bon, il faudrait que tu reviennes voir, parce que là, on a fait des transformations, et peut-être que ça a fait bouger l'énergie. Mais si vous ne bougez rien, il n'y a aucun... Moi, je suis retourné dans des lieux comme ça, plusieurs années après, c'était nickel. Énergétiquement, ça ne peut pas bouger d'un iota. Si on fait, mais dans la cour, on ne touche pas la maison. Ça... Si on ne touche pas la maison... Je veux dire, c'est pas la maison qui change de dimension, de quoi que ce soit. C'est... Non, dans le structure... Si vous rajoutez la construction, Oui, c'est une construction qui ne touche pas la maison. Ah, ok. C'est-à-dire dans le terrain... Par exemple, à l'extérieur, on fait des travaux. Est-ce que là, ça change? Bah, toute action a un impact, de toute façon. Donc, forcément, ça peut changer. Moi, je dis simplement, si on ne change rien, le vastu reste. Si on fait une extension, si on reconstruit un bâtiment, par exemple dans le terrain, ou si même on achète autre chose, même si c'est pour le louer, vous pourrez être impacté par cette nouvelle acquisition parce que vous avez un lien juridique avec le lieu, et s'il est pourri, eh bien, il va avoir tendance à tirer vers le bas. La distance, psychiquement, ça n'a aucun... Même si c'est en Australie, ça n'a aucun... La distance n'intervient pas. C'est intemporel, c'est immédiat, et la distance n'intervient pas. Du coup, j'ai une question par rapport à votre conclusion, c'était savoir, vous disiez qu'il y avait une certaine sensibilité au lieu. Est-ce que ça va porter, pouvoir ressentir ce que ça va porter tout le monde? Si quelqu'un est complètement fermé aux énergies qui veut justement... On voit passer quand même du monde à l'Institut, et cette question, elle est pratiquement abordée dans tous les groupes qui viennent se former chez nous. Moi, je sens rien. Est-ce que vous... Et j'ai encore jamais eu une personne qui sentait rien. Simplement, comme c'est pas dans l'éducation, ça n'a pas été appris à l'école, ça n'a pas été appris avec les parents, on est souvent assez obstrué dans nos canaux. Et quand on vient se former chez nous, on fait 1h15 de méditation tous les matins. Et je vous donne les outils qui vont décaper, qui vont permettre les béquilles, on va dire, pour vous apprendre à marcher sur ce chemin qui vous conduit à la sensibilité et à effectivement percevoir. Donc ça fait partie. Et donc je vais conclure avec votre question, remarque. Le Vastu, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé la première conférence que j'ai faite il y a quelques jours ici à La Réunion, en disant que le Vastu c'est un prétexte à la connaissance de soi. C'est-à-dire que quand on vient se former au Vastu, en fait, on vient se retrouver soi-même. Bien sûr, on va appliquer ça dans un certain domaine d'activité, mais c'est un merveilleux prétexte à la connaissance intérieure, à la connaissance de soi. Parce que pour entrer en communication avec le lieu, eh bien, il faut être capable de rentrer en connexion avec son être profond. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence, en fait. Et donc, c'est là aussi où c'est une discipline, dans un art traditionnel, parce que dans la tradition, eh bien, il y a le médecin, quel que ce soit le médecin pour la personne ou le médecin pour la maison, il ne peut pas être tiède. Il ne peut pas faire ça comme un hobby, le passe-temps, vous voyez, entre deux trucs. Non, c'est vraiment
quelque chose qui vous prend complètement. Mais c'est pas pour devenir un intégriste du Vastu, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous reconnecter à vous-même. Alors, effectivement, il y a des techniques aussi qui sont faites pour débloquer vos canaux. Parce que parfois, on est très pris en fait, dans notre mental, ou on est très resserré dans des névroses intérieures. Dans le yoga, on ne va pas parler de névrose, mais on va parler de nœuds énergétiques, de tension. Eh bien, il faut débloquer ces choses-là. Dans l'ancien temps, quand il y avait vraiment dans les temps anciens, il y a quelques milliers d'années, quand un enfant naissait, il y avait souvent les astrologues qui pouvaient déterminer dans telle famille, il va y avoir quelqu'un qui va arriver, et c'est une âme qui est faite pour, par exemple, la médecine. Et donc, très tôt, hein, vers l'âge de 7 ans, souvent il est pris en charge par des anciens pour commencer sa formation. Et puis quand il arrive à l'adolescence, il y a des passages initiatiques, hein, il y a des genres de rituels forts où bien l'ado va aller quelques mois tout seul dans la forêt pour approfondir la méditation et débrouille-toi pour vivre aussi. Oui, alors évidemment maintenant on ne peut plus être sur un mode d'apprentissage comme ça, mais c'est ça le fondement en fait de ces disciplines anciennes, c'est que c'est avant tout une méthodologie de connaissance de soi. Et à partir de là, tu es capable de décoder le message de la maison. Tu es capable de ressentir les choses, ressentir les énergies. Et effectivement, avec le temps, ça se développe, ça se développe, ça se développe. C'est pas quelque chose qui est avec un point final. Il y a des étapes, il y a quand même certaines réalisations qui s'opèrent à certains moments, parce qu'il y a des ouvertures qui se font. Et j'enseigne bien sûr le Vastu, et j'enseigne aussi la méditation. Et si certains s'intéressent, le 11 décembre, j'ai une initiation à la méditation au mantra yoga. Si vous avez mis votre adresse mail dans la liste et tout, vous aurez, sauf si certains disent non, moi je veux pas en dire, ok, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez laissé votre adresse mail ou si vous ne l'avez pas laissé, bien laissez-la. On met à peu près 2-3 fois par mois, on vous met une petite info, une petite news. Et là, prochainement, il y aura une news pour expliquer en quoi concerne cette méditation. Alors, qui sera en Zoom, hein, parce que je serai retourné évidemment en métropole, mais avec un entretien, des entretiens personnels les jours qui vont précéder la journée complète pour avoir une initiation au mantra yoga. Parce que j'ai œuvré avec des grands maîtres en Inde, où je suis resté longtemps, et donc j'ai cette capacité à pouvoir transmettre. Donc si certains pensent qu'ils veulent démarrer de la méditation avec un outil sérieux, vraiment une journée d'apprentissage qui vous permettra réellement, c'est pas un petit gadget, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et vous aurez la méthodologie qui s'accompagne aussi pour pouvoir démarrer de la méditation d'une façon, petite méditation au quotidien qui développera des effets vraiment puissants. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci à vous tous. Merci à vous.